Se concentrer sur un type de client auprès de qui on apporte beaucoup de valeur. Se concentrer sur une offre qui répond parfaitement à la problématique. Et entre les deux, bien connaître les problèmes de tes clients et leur parcours mental quand ils recherchent un prestataire. Si tu as ces 3 briques, tu pourras mettre en place ta stratégie internet aussi bien que ta stratégie d'entreprise classique. Tu sauras où aller et ne pas aller. Bienvenue sur l'Entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Rudy Viard, fondateur du blog Web Marketing Conseil. Dans cet épisode du podcast, Rudy partage avec nous son parcours depuis ses débuts. Il a eu la chance de décrocher un premier job dans le web marketing. Boum! Il a trouvé sa vocation et enchaîne les expériences dans le web. Puis un jour, suite à un coaching, il décide de devenir consultant, de se focaliser sur une niche et de doubler ses tarifs. Ce sont les débuts d'une belle aventure entrepreneuriale et d'un succès grandissant. Rudy partage avec vous ses conseils pour que vous puissiez vous aussi devenir un consultant qui cartonne. C'est la vie dont il a toujours rêvé et qu'il a réalisé. Et pourquoi pas vous? Vous pouvez accéder aux notes de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/5, le chiffre 5. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 5. 3, 2, 1, feu! Rudy, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi? Bien sûr, je suis à ta disposition pour répondre à tes questions aujourd'hui. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Rudy Viard, consultant et formateur en web marketing B2B et créateur du site webmarketingconseil.fr. Rudy, j'aimerais qu'on remonte un peu le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait? Le premier projet, on va dire, c'était quand je travaillais, premier job, c'était à Île-de-France Technologies, ça s'appelait à l'époque, ça s'est ensuite appelé Centre francilien d'innovation. Aujourd'hui, je crois que c'est réuni dans une structure qui doit s'appeler l'Agence régionale de l'innovation. En fait, à la base, j'étais pas marketeur, moi je suis historien, donc j'ai eu la chance de travailler dans cette association qui aidait les entreprises innovantes à se mettre en connexion avec des laboratoires, avec des startups, avec des grands comptes. Et j'ai eu la chance de m'occuper de leur site internet qui était un peu délabré, on va dire. Et j'ai donc eu l'occasion de mettre la main sur les premiers CMS, Joomla, Drupal, WordPress, qui arrivaient un petit peu après, ou en parallèle en tout cas. Et du coup, j'ai mis le nez là-dedans dans le marketing sur Internet. Puis ensuite, j'ai été embauché dans une startup qui s'appelait Screen Toaster à l'époque, qui a été rachetée en moins d'1 an, qui était en fait un service de capture d'écran sur Internet. Il suffisait de cliquer sur un bouton, ça prenait le contrôle de votre écran et ça permettait de faire des vidéos, notamment des tutoriels, qu'on pouvait ensuite reposter sur YouTube. Donc voilà, première expérience en startup. Et puis petit à petit, voilà, je me suis fait la main sur les différents leviers du marketing, relations avec les blogueurs, relations avec la presse, référencement, expérience utilisateur. Ensuite, j'ai travaillé sur un premier projet qui s'appelait Airsoft Squared, qui était ma première start-up, on va dire, qui n'a pas spécialement fonctionné bien, qui était un réseau social pour les amateurs de Airsoft, qui était un sport, on va dire, assez proche du paintball. On avait repéré qu'il y avait un fort mouvement, un fort intérêt là-dessus. Donc, on a eu quelques succès. On a eu notamment une communauté de 400 000 abonnés sur Facebook. C'était il y a 8-10 ans maintenant. Et puis, 35 000 utilisateurs sur la plateforme, ce qui était pas mal en 6 à 12 mois. Mais on n'a jamais réussi à monétiser. Donc, ensuite, j'ai travaillé en agence. J'ai ensuite terminé par une expérience chez Xulu, qui était une autre startup un peu plus grosse. J'étais responsable marketing et communication. Xulu qui faisait du contrôle parental pour les enfants sur Internet, pour les protéger sur Internet. Puis à un moment, j'ai dit, bon allez, faut que je me lance. Je me suis mis à bloguer. D'abord, c'était une expérience un peu personnelle. Je voulais faire comme à l'époque de Screen Toaster, tous ces blogs qui pouvaient, comme Mashable, Lifehacker, TechCrunch, tous ces blogs qui avaient une audience énorme et qui m'avaient fasciné à l'époque. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi
faire des petits articles. Alors, au début, j'ai commencé par des petits articles, puis j'en ai 2-3 qui ont bien fonctionné, et à un moment, j'ai dit, bon, allez, je quitte mon entreprise et je vais fonder la mienne. Voilà un peu le parcours. D'accord. Excellent. Donc là, à ce moment-là, c'était il y a 5 ans en arrière où tu as créé Web Marketing Conseil. C'est ça. D'accord. Comment s'est passé le démarrage ? Au début, comme je t'ai dit, c'était une forme d'expérience. Moi, je voulais partager mes idées. Éventuellement, après quelques mois, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un revenu complémentaire avec essentiellement de la pub. Au début, voilà, il n'y avait pas forcément de prétention. La plateforme était hébergée sur Joomla à l'époque. Puis à un moment, j'ai vu que Joomla, c'était quand même très complexe pour écrire des contenus rapidement. Je suis passé sur WordPress. Là, il y a eu un boost. Alors, je me l'explique pas. Est-ce que c'est que Joomla me pénalisait par certains aspects, ou est-ce que c'est simplement j'avais écrit suffisamment de contenu pour que ça décolle. Il y a eu un moment où j'ai dépassé 20 000, 30 000, 40 000 visiteurs par mois, et d'une petite monétisation de 50, 100 euros par mois, c'est devenu 500, 1000, 1500. Et voilà, je me suis dit, il est peut-être temps de se lancer maintenant. Et là, c'était que de la pub, c'est ça ? C'était 100% publicité. Et c'est là où on a commencé aussi à me demander des prestations. Donc, effectivement, au début, moi, ma stratégie, c'était une stratégie purement de contenu. Au début, je voulais partager des stratégies, des petites astuces. Mais quand j'ai commencé à faire du Google AdSense, donc de l'affiliation, je me suis mis sur des articles qui n'étaient plus forcément des conseils, mais des articles qui pouvaient générer du trafic rapidement pour améliorer ce côté monétisation. Et puis, à un moment, j'ai senti aussi que on pouvait pas grossir de manière exponentielle avec ce type de modèle. Et du coup, c'est là que je suis passé dans un autre modèle où j'allais plutôt vendre des prestations. Ça a complètement bouleversé également ma stratégie, parce que forcément, tu n'écris pas les mêmes contenus, tu fais pas les mêmes pubs si tu veux simplement avoir des clics sur tes bannières, et si tu veux générer des prospects, des clients à la fin. D'accord. Et ça, c'était quand ? C'était au bout de combien de temps ? Ça, le blog a dû... franchement, j'ai plus la date de regarder sur mon serveur. J'ai plus la date de commencement de mon nom de domaine. Donc peut-être que le nom de domaine, j'ai dû commencer à bloguer il y a 7 ans, on va dire. Et ça fait 4 ou 5 ans que je suis vraiment passé sur un mode prestation, recherche de prospects, recherche de clients. D'accord. Comment tu as décroché le premier client ? Il y a 2 étapes en fait. La première étape, c'est qu'on a commencé un peu naturellement à me demander des prestations. Le simple fait d'avoir un trafic sur ton site qui est pas forcément d'ailleurs hyper cohérent. Il y avait un peu de tout dans mes articles. Il y avait des choses sur Facebook, il y avait des choses sur le marketing, il y avait des choses, c'était comment récupérer ses photos sur Facebook. Voilà. Donc des choses un petit peu incohérentes. En tout cas, il n'y avait pas vraiment une structure, une stratégie bien définie. Mais malgré tout, il y a des gens qui ont commencé à me demander des conseils sur leur e-commerce, leur start-up, leur entreprise, leur nouvelle formation de coaching, etc. Donc moi, je prenais tout à l'époque. Mmh. Et puis, je commençais à vendre mes journées, en fait, ce qui est le contraire de ce qu'on devrait faire. Et donc, la deuxième grosse étape, c'est qu'à un moment, j'ai senti que je tapais une sorte de plafond de verre, que j'arrivais pas à augmenter mes revenus. La pub, ça voulait dire écrire toujours plus. Les prestations, ça voulait dire que quand j'avais des mois complets, on va dire, où je travaillais 20 jours, que je vendais toutes mes journées disponibles, je pouvais plus m'occuper de ma stratégie. Et puis les jours où j'avais plus de clients parce que je m'étais pas occupé de ma stratégie, fallait que je remette un coup de boost pour refaire venir les clients. Donc là, il y a eu un truc assez inattendu finalement. J'ai regardé un webinaire, ça s'est passé il y a peut-être 5 ans. Et puis je me suis fait coacher moi-même. J'ai payé 3 000 € pour 2 fois 1 heure. Et quand j'ai payé la somme, je me suis dit, mais Rudy, là, t'as fait n'importe quoi. Et au final, je l'ai fait. Et en fait, ça a été vraiment un électrochoc, et j'ai complètement refocalisé ma stratégie pour arrêter de prendre n'importe qui
tous ceux qui voulaient, mais vraiment focalisé sur les prestataires, donc les agences, les cabinets de conseil, les coachs, les formateurs, les consultants. Voilà. Et depuis, le site, il est entièrement focalisé là-dessus, avec, comme tu l'as peut-être lu, des contenus qui sont vraiment pour les aider spécifiquement. D'accord. Est-ce que c'est vraiment les 2 heures de coaching qui ont fait le déclic, ou est-ce que c'est le fait d'avoir mis 3 000 € là-dedans et de dire il faut vraiment que ça serve à quelque chose? C'est un peu les deux, si tu veux. Tu sais, c'est comme le psy, si tu payes pas, ça marche pas. Donc effectivement, le fait d'avoir mis l'argent, ça m'engageait pour que ce soit utile. Mais malgré tout, il m'a ouvert sur des choses qui sont aujourd'hui un peu plus connues, tout ce qui est notion de client idéal, d'offres focalisées, d'avoir vraiment packagé quelque chose sur Internet, d'avoir un parcours client qui soit vraiment efficace. C'est des choses qui aujourd'hui sont peut-être un peu plus diffusées, mais à l'époque, il n'y avait pas, je vais pas dire que ça n'existait pas, ça existait, mais il n'y avait pas forcément autant accès sur Internet à ce genre de savoir. Et moi, je le dis en toute honnêteté, je le savais pas. Et du coup, ça m'a vraiment énormément aidé, ça m'a vraiment clarifié ma stratégie. Après, voilà, c'était du coaching, donc il fallait mettre en place. Il a rien fait pour moi et ça a mis 6 mois, 7 mois à transitionner vers ça. Mais ça a vraiment fonctionné en fait. D'accord. Et pourquoi avoir choisi les agences et les consultants? Est-ce que c'est pendant ce coaching-là que la personne t'a orienté vers ça? Non, pas spécialement. C'est que en fait, j'ai fait le point sur moi, qui j'aidais de manière la plus efficace. Et effectivement, c'était tous ceux qui vendent une sorte de savoir intellectuel, d'expertise, de méthode. Donc tous les e-commerce, par exemple, il y a 5 ans, j'étais encore au point, mais je suis pas l'expert français de l'e-commerce. Pareil pour les startups. Les startups, je savais très bien les aider pour avoir fait 2-3 expériences en startup, mais je sais aussi que quand on commence de zéro avec pas de modèle vraiment validé, même 3 mois ou 4 mois de coaching, ça peut les aider. C'est clair que ça peut leur faire passer des paliers, mais généralement entre la somme dépensée en coaching et les retombées immédiates, il y a pas forcément, on s'y retrouve pas forcément. Alors qu'un consultant qui a déjà des offres de valeur, moi je sais qu'en 4 mois, je peux le faire passer à un autre niveau. Donc voilà, je me suis focalisé simplement sur les gens que j'aidais le mieux, qui étaient aussi les plus solvables dans le sens où ils avaient ça leur faisait pas peur de mettre 10 000 € sur la table pour en récolter 3, 4, 5, 10 fois plus. Et en plus, je pouvais leur obtenir des résultats en 4 mois. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis recentré sur eux. D'accord. Et c'est quoi le forfait, on va dire, type que tu proposes à tes clients consultants? Mais il n'y a pas de forfait, ça dépend vraiment de leurs problèmes. Moi, je peux te dire simplement les problèmes qu'ils rencontrent le plus souvent. C'est il y a les cabinets, par exemple, qui ont une taille moyenne de 20 à 100, on va dire, qui ont déjà un business model très très éprouvé, qui vendent leurs prestations des dizaines de milliers d'euros, mais leur stratégie internet, elle est nulle, on va dire. Ils ont rien mis en place. Donc là, on va travailler d'abord sur ce que j'appelle le socle stratégique, c'est-à-dire c'est le combo entre ton client idéal que tu veux attirer, entre comprendre vraiment son parcours client, les problèmes qu'il rencontre pour s'interfacer, s'intercaler dans ce parcours et être le plus souvent visible quand il cherche un prestataire. Et puis le troisième pilier, c'est de packager ton offre pour Internet, parce que vendre sur Internet, c'est différent de vendre en présentiel avec un commercial. Si tu vends sur Internet, la personne, pour lui le faire passer à l'action, c'est-à-dire lui faire prendre un rendez-vous avec toi ou carrément acheter en ligne, va falloir qu'il ait tous les arguments, en tout cas les arguments suffisants sur le site. Et généralement, tous ces cabinets qui ont juste un site plaquette, ils savent pas faire ça. Donc, d'abord, il y a une phase sur le côté stratégique, de bien valider les choses, qui fait gagner ensuite des années dans ta stratégie. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle l'écosystème marketing, c'est toutes les briques qui vont graviter autour de ton site, de ta homepage bien évidemment, mais aussi à tes pages d'offres, tes pages de collecte d'emails, tout ce qui est page de transition, les vidéos, les contenus,
les outils pour collecter les emails à travers les contenus, bref, aussi ton marketing automation, toutes ces briques en fait qui vont permettre d'accueillir tes visiteurs et que selon leur degré de maturité, s'ils sont prêts à passer à l'action, on va leur proposer un rendez-vous, alors que s'ils sont pas prêts, on va plutôt leur proposer une collecte, enfin un échange, une transaction, de prendre leur email en échange de quelque chose pour pouvoir les travailler sur la durée et que lorsqu'ils sont prêts, ils seront prêts, on pourra leur proposer quelque chose de plus concret, éventuellement une prestation. Voilà, ensuite, les deux autres briques que je mets en place, c'est quand on a tout mis en place au niveau technique, c'est-à-dire qu'on sait comment accueillir ce trafic, et ben on va travailler sur le trafic gratuit. Donc c'est quoi? C'est le référencement, les réseaux sociaux essentiellement, qui vont être deux briques essentielles. Selon ton business, on va faire l'un ou l'autre, c'est-à-dire que Google, par exemple, c'est plutôt un moteur de recherche, donc ça va plutôt favoriser les contenus experts, les contenus d'expertise. Donc pour toutes les entreprises qui vendent leur cerveau, ça va plutôt être Google qu'on va favoriser en termes de trafic gratuit. Par contre, toutes les entreprises qui vont avoir plutôt une dimension lifestyle, parce que les réseaux sociaux, ce sont des moteurs non pas de découverte, pas de recherche, mais de découverte, et ben là, on va favoriser les réseaux sociaux, donc pour tous les business de style fitness, gastronomie, etc. Vraiment des contenus visuels, ou alors où on peut mettre une personne en avant qui va parler, qui va s'exprimer, partager ses histoires. Et puis dernière brique, c'est celle du trafic payant. Voilà, quand on a un peu d'expérience, on va faire le payant plutôt avant le gratuit, mais quand on commence, c'est souvent ça fait peur, donc on va faire le trafic payant après. Donc ça va être essentiellement Facebook Ads et Google AdWords pour commencer. On va mettre en place tout le tunnel de publicité des strates les plus hautes, donc c'est comment attirer des gens, susciter l'intérêt, jusqu'aux strates les plus proches de la vente, où on va vraiment les faire passer à l'action. Ça, c'est pour les gens qui ont rien, mais qui ont un très bon business model. Ensuite, j'ai d'autres types de clients qui vont m'appeler. J'ai des gens qui ont une énorme audience, mais qui ne savent pas monétiser. Donc là, on va moins travailler sur le trafic, mais on va plus travailler sur comment tu mets ton système en place pour qu'à la fin, tu aies des clients, et puis quel est le meilleur modèle, quel est le meilleur pricing pour faire le plus de revenus avec ton audience. Et puis ensuite, j'ai un dernier type de client, on va dire. C'est des gens qui ont un problème spécifique. Je sais pas, ils ont un problème de référencement, ils ont mis 400 contenus sur leur site et il y a rien qui se passe, ou alors ils ont 10 000 visiteurs par mois. Bon, je leur explique comment faire. Ou alors pareil sur leur publicité, ils n'arrivent pas à mettre en place quelque chose de rentable, et on va essayer de travailler, voir s'il y a moyen de trouver un point de patine où ils sont contents. Voilà, je t'ai tout résumé. D'accord, excellent. Sur le premier type de client dont tu as parlé, c'est plutôt les agences, on va dire, qui n'ont pas encore de présence. Comment tu arrives à capter cette population-là et comment tu arrives à leur expliquer qu'il n'y a pas que la force commerciale classique pour attirer des clients? Parce qu'on sait, les agences, ils sont très, très commerce à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils ont des forces commerciales pour attirer des clients. Comment aujourd'hui ils font le switch vers ce qu'on appelle l'inbound marketing, donc c'est ramener le client à soi et ne pas aller le chercher, quoi. Alors tu parles d'un type il y a deux questions dans ta question, et tu m'as dit d'abord comment j'attire ces clients-là, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Je vais te répondre juste après, et tu m'as aussi demandé comment les agences font le switch. Tu m'as pris quand même le type de clients qui sont les plus durs à gérer. Pour moi en tout cas, ce sont les agences, parce que les agences, elles travaillent effectivement à l'ancienne, avec beaucoup de commerciaux, comme tu l'as dit, et surtout elles sont complètement overbookées. Et généralement, quand elles sont 5, 10, 15 éléments dans l'entreprise, les 15, s'ils ont du temps libre, on va leur mettre un client en plus. Donc, ils n'ont pas le temps de mettre en place l'inbound marketing comme tu l'as dit. C'est-à-dire que on va pouvoir le faire, mais il va falloir qu'ils libèrent au moins une demi-personne, au moins pendant les 4 ou 5 mois du coaching, pour que les briques de base, on les installe. C'est-à-dire que tu vas pas ouvrir un magasin sur les Champs-Élysées en 2 semaines. Tu es obligé de préparer quelque chose, et donc ça nécessite déjà une première impulsion, un premier travail, et il faut nécessairement se libérer du temps. Au-delà des 4-6 mois de coaching,
il y a un travail de récurrence. Alors autant la publicité, c'est vrai que moi dans les systèmes que j'utilise, on les met en place une fois et ensuite on n'oublie pas, on va les regarder, on va les optimiser, on va peut-être les relancer, les améliorer, mais ça va pas prendre un temps fou chaque mois. Autant la stratégie de contenu, elle nécessite forcément une implication et du temps. Et puis c'est un peu fini l'époque où on écrivait un petit contenu de 500 mots et boum, on était 3e sur Google et on était content. Maintenant, il faut vraiment s'impliquer, faut mettre un maximum de ressources, faut des contenus longs qui apportent vraiment une plus-value par rapport à la concurrence. Et ça, les agences ont beaucoup de mal à le faire parce que un contenu, ça peut prendre une journée ou ça peut prendre une semaine. Si on met une semaine, c'est évident qu'on a ciblé quelque chose, une vraie opportunité pour que ça ramène 500, 1000, 2000 visiteurs par mois, c'est clair. Mais ça peut tout à fait être le cas. Donc voilà, maintenant comment je les convainc, déjà je leur demande s'ils ont les ressources pour s'engager en termes de temps, en termes de personnes, et puis ensuite je leur dis quand même que le l'inbound marketing et toutes les autres stratégies qui gravitent autour, marketing automation, social selling, quoi d'autre, account-based marketing, toutes ces stratégies avec des noms un peu barbares, ce sont des actifs pour la société, c'est-à-dire que au début, ça rapporte pas grand-chose et ça nécessite un investissement. Ensuite, ça nécessite toujours d'y passer beaucoup de temps et ça rapporte un petit peu. Et puis, à un moment, ça rapporte beaucoup et le temps consacré devient marginal, si vous voulez, par rapport aux retombées. Donc, ce sont des briques vraiment qu'on installe et qui vont perdurer dans le temps. Moi, là, aujourd'hui, donc, j'ai 275 000 visiteurs par mois. Je peux partir 3 mois à Bali. Ça continuera à rentrer, le business. Alors, faut pas continuer 6 mois, 1 an, hein. Bien sûr, les autres, les concurrents, ils avancent, ils essayent de piquer tes positions, mais ça reste quand même. Ce sont des actifs qui ont été construits. Donc aujourd'hui, si j'attire 3000 à 5000 abonnés par mois par email, c'est des mois normaux. Et ça, pareil, c'est sans rajouter plus de travail, dans le sens où on a déjà mis l'énergie au préalable, et c'est un peu comme je donne cette image, parfois c'est comme une fusée qui décollerait. Au début elle a besoin de beaucoup de carburant et elle va très lentement pour s'extirper de l'attraction terrestre, et puis à un moment elle est en orbite, et là il y a juste besoin d'un peu de carburant pour corriger le tir et pour la garder autour de la Terre, on va dire. Donc dernier argument que je dis à ces agences, c'est que d'une part, c'est un actif, ça grossit dans le temps, mais en plus, et ça, on s'en aperçoit de plus en plus, c'est que ça renforce le travail des commerciaux. Les commerciaux, s'il y a déjà eu 1, 2, 3 points de contact avec la marque au préalable sur les réseaux sociaux, sur Google, sur la pub, les commerciaux, leur travail est déjà pré-mâché. Ouais, effectivement. Il y avait une deuxième population dont tu as parlé, c'est les consultants. Donc, si on prend le cas d'un consultant classique, un consultant, il a généralement un grand client qui le fait vivre. Aujourd'hui, je suis consultant, j'ai un grand client et j'aimerais switcher diminuer mon risque, augmenter mon nombre de clients et avoir le choix. Comme tu disais, c'est choisir, se nicher et choisir ses clients. Comment je procède? Déjà, faut le vouloir. Faut se l'autoriser. Dans le sens où ça a des avantages aussi d'avoir un gros client qui paye bien, mais pour passer à un autre modèle, il faut s'octroyer 6 mois de transition, on va dire. C'est un minimum. Donc maintenant, comment on fait cette transition? Il y a plusieurs moyens. Moi, je dis parfois à les gens que j'ai au téléphone, je leur dis est-ce qu'Internet c'est vraiment le lieu où vous devriez être? Parce que c'est quand même un lieu indirect de vente. C'est sûr que si vous allez dans des salons, que vous, vous tractez, vous faites des rendez-vous commerciaux plus souvent, du networking, etc., ça peut être un moyen aussi efficace finalement qu'Internet. Maintenant, si ils ont conscience que dans leur domaine, Internet, ça a du sens, et je pense quand même que tout ce qui est conseil, ça a beaucoup de sens, d'autant qu'on se dirige vers une société où il y a beaucoup de freelance,
on va être de plus en plus en concurrence, hein, chacun va avoir son auto-entreprise, j'ai envie de dire, plus le fait que Internet, au-delà de trouver des clients, c'est qu'à un moment, ça a des perspectives juste géniales en termes d'automatisation. Moi, je viens de sortir ma formation vidéo et c'est un peu la continuité logique pour un consultant. Quand il travaille en direct avec le client, il peut ensuite, s'il est fort sur Internet, il peut ensuite passer à la vente d'autres produits, e-book, formation, conférences, formation en présentiel, etc. Donc voilà, le premier point, c'est de se l'autoriser. Deuxième point, c'est d'avoir la bonne stratégie. Donc sur Internet, autant dans le monde physique, on peut se permettre de pas être très focalisé. C'est-à-dire que vous allez à un réseautage, à une soirée de réseautage, vous voyez un grand compte, vous pouvez adapter votre discours au grand compte. Puis après, vous voyez une start-up, vous dites, bah non, mais j'ai aussi une offre pour les start-up. Ça peut marcher. Sur Internet, la personne vient de son propre fait. On peut la forcer à venir, l'attirer à travers des pubs, à travers des contenus vraiment bien taillés pour sa cible. Mais si on n'est pas focalisé sur un type de client, on est mort. Parce que derrière, la personne, elle va se dire, c'est peut-être pas pour moi. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà, focalisez-vous sur un client, sur une offre, pas plus. Même si vous avez 15 offres dans votre réserve d'offres, on va dire, concentrez-vous sur une seule. Et puis, si une fois que vous avez mis en place un système pour obtenir des rendez-vous téléphoniques notamment, rien ne vous empêche par téléphone, quand la connexion est faite, de vendre une autre offre si on voit qu'il y en a une qui est plus adaptée. Mais déjà, d'être bien focalisé sur le combo offre et client, je pense que c'est la base. Ensuite, il y a de multiples erreurs à ne pas faire quand on construit son écosystème. Il vous faut un système pour générer des prospects, donc pour réserver des rendez-vous sur votre site. Et puis plus haut dans votre tunnel, il faut un système pour collecter des emails, parce que les gens qui viennent sur votre site, ils sont pas encore prêts à acheter, surtout pour des prestations qui coûtent 10 000, 15 000, 100 000 euros. Pour des petits produits à 47, 97, 197 euros, il n'y a pas de souci. À la limite, 3-4 points de contact avec vous, la personne peut éventuellement acheter. Dès qu'on est sur des grosses prestations, les gens, ils vont mettre 6 mois, 1 an, parfois 2 ans à prendre leur décision. Et moi, ça m'arrive très souvent d'avoir des gens qui me prennent un rendez-vous téléphonique avec moi et ils me disent, ça fait 3 ans que je te suis. Et moi, je les connais pas. Ils sont sous-marins depuis 3 ans et le besoin, il a mis ce temps-là à émerger. Voilà. Rudy, à un certain moment, tu parlais d'avoir switché et de te donner la possibilité de choisir tes clients. Qu'est-ce que cela t'a apporté ? Je pense que dans un premier temps, c'est fondamental parce que d'une part, ça te permet de mettre en place une méthode derrière pour ces gens-là spécifiquement. Donc c'est une méthode que tu vas pouvoir réutiliser à 90% à chaque fois de la même manière, alors que si tu prends un coup un e-commerce, un coup une application mobile, un coup un industriel, même si tu sais faire, au lieu d'avoir des résultats au bout de 4 mois, tu vas peut-être avoir des résultats au bout de 12 mois. Et même toi, ça va te nécessiter un effort de concentration quand même important, parce que tu vas passer d'un projet à l'autre et tu vas d'ailleurs pas être le meilleur pour résoudre leurs problèmes, parce que tu as des gens qui travaillent toute l'année avec des e-commerce et toi t'en prends que 4 dans l'année. Donc t'es moins efficace quand t'es pas focalisé. T'as pas ta méthode à toi pour résoudre le problème, alors que moi aujourd'hui j'ai une méthode spécifique pour les entreprises en B2B prestataires. L'autre chose, c'est que tu passes pas pour un expert. Si tu prends un petit peu tout, donc ta stratégie sur Internet va s'en ressentir. On va se dire bon, ok, il fait un coup, ok, il m'explique comment installer Shopify pour les e-commerce, et puis le lendemain, il m'explique comment avoir des fans sur Facebook. Bon, qu'est-ce qu'il fait? On sait pas vraiment. Ça va te permettre d'augmenter tes prix aussi, puisque si tu deviens un expert de ta niche, que tu deviens vraiment excellent et que tu apportes encore plus de valeur à tes concurrents, y a pas de raison de pas être payé plus. Et du coup, ça va te libérer du temps, parce que tu vas avoir besoin de moins de clients pour vivre, on va dire, pour faire grossir ton entreprise. Ça va te permettre aussi de te faire aider.
faire accompagner soit par des mentors, soit simplement d'avoir des gens qui t'aident à faire ce que tu n'as pas le temps de faire dans une semaine. Ça peut être des gens qui vont délivrer les résultats. Donc ça peut être des gens qui vont te faire un coaching ou te faire l'accompagnement à ta place et que tu vas former dans ton équipe. Ça peut être des gens qui vont faire la vente au lieu de prendre les gens au téléphone toi-même. Ça peut être des gens qui t'aident à mettre en place tes pubs, ou ça peut être des gens qui t'aident à gérer ta stratégie de contenu, stratégie réseaux sociaux. Toutes ces briques qui prennent énormément de temps. Donc en fonction de ton centre de compétences, tu vas garder ce que tu sais faire de mieux et tu vas essayer de te délester du reste. Ça, tu peux pas le faire si t'es juste à la fin du mois. Et que en plus ton carnet il est booké, que tu as 20 jours de travail, voire 25 jours. Donc d'être plus focalisé, ça te permet de gagner du temps et de te dire ce temps-là que j'ai dans la semaine, je peux le réinvestir pour aller trouver les bons clients qui m'intéressent. Donc apprendre à dire non pour avoir du temps pour autre chose, quoi. Ouais, et je vais ajouter un truc. À chaque fois que j'ai pris des gens qui collaient pas exactement parce que ça m'intéressait, je m'en suis mordu les doigts après parce que je me suis mis mal par rapport à mes routines quotidiennes, parce que forcément le gars avec qui tu travailles, qui est pas exactement ce que tu veux faire et qui te prend plus de temps, il t'achète 4 mois de coaching, mais ça te prend 8 mois. Voilà, c'est aussi simple que ça. Rudy, où est-ce que tu en es aujourd'hui en termes de chiffres ? Ça, je vais pas te le dire de manière ouverte. Tu peux nous dire peut-être une répartition entre le coaching et les formations, parce que je sais que tu fais des formations aussi. Alors, là, je vais te dire où j'en suis et vers quoi je me dirige. Donc moi, essentiellement, j'ai des petits revenus passifs, AdSense, un petit peu d'affiliation sur des produits que j'aime bien, que je pousse. Quoi d'autre, petite vente d'e-book, mais moi je n'utilise pas vraiment l'e-book pour vraiment faire des ventes, j'utilise comme un moyen de qualifier les gens, c'est-à-dire que je vends un e-book à 47 € qui référence tous les outils que j'utilise au quotidien pour générer du trafic, des prospects et des clients. C'est un e-book qui fait une 60aine de pages, 50 pages, je sais plus, une 60aine de pages, où j'ai vraiment dit tous mes outils, voilà. Et l'idée, c'était quoi ? C'est au tout début, je l'ai mis à 17 €, puis je me suis rendu compte que il y avait pas mal de ventes, mais c'était pas forcément les gens que je recherchais comme clients finaux. Donc je me suis dit je vais l'augmenter à 47 €. Comme ça permet quoi ? Ça permet à des gens qui n'ont pas le budget, qui sont dans l'hésitation de prendre un coaching à 10, 15, 20 000 €. Ça permet de les rassurer pour un prix modique. Si t'as pas 47 € à investir, tu peux pas réussir sur Internet, très sincèrement. Aujourd'hui, il y a trop de technicité, il y a trop d'outils à acheter qui coûtent pas non plus des centaines d'euros, mais si justement par an, il faut minimum 500 à 600 € d'outils. Donc, si t'es pas capable de mettre 50 €, c'est que t'es pas qualifié pour moi pour qu'on avance. Donc, le fait de l'avoir mis à 47 €, ça m'a permis d'avoir, j'en vends moins, mais par contre, je sais que ces gens-là, en fait, ils voulaient juste tester le produit, voir si j'étais pas un rigolo. Et derrière, généralement, ils vont me prendre un appel et on va, dans un certain nombre de cas, on va signer un contrat derrière. Donc, AdSense, affiliation, un petit peu d'e-book. Ça, on va dire, c'est 10% de mes revenus. Et puis ensuite, une grosse partie, c'est le coaching. Donc, pour l'instant, je suis plutôt sur du coaching individuel, mais là, on va se diriger vers 2 autres offres qui vont arriver bientôt. Il y en a une qui existe déjà, c'est ma formation en vidéo, qui est beaucoup moins chère que le coaching, qui est donc plus accessible, qui dit exactement ma méthode, pas à pas, c'est 12 modules, avec très exactement les étapes à suivre et comment les construire pour avancer et générer du trafic et des clients. Donc il y a la vidéo, ça va être pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens et qui veulent quand même accéder aux méthodes. Il y a un groupe coaching qui va se mettre en place, j'espère, d'ici 6 mois. Et il y aura toujours mon coaching individuel, mais je vais essayer de coacher de moins en moins de personnes pour vraiment garder maximum 2 personnes par mois. Donc voilà, pour l'instant, je suis sur, on va dire 80% de revenus liés au coaching individuel, mais dans le futur, j'espère développer énormément les choses plus automatisées et le groupe coaching. D'accord.
Rudy, quel est le meilleur canal marketing que tu utilises pour faire croître Web Marketing Conseil? Alors, je vais te répondre pour moi, je vais te répondre pour les autres, ceux qui commencent. Moi, clairement, c'est les contenus. Vu que j'ai déjà une grosse audience et que j'ai déjà pas mal d'emails qui viennent chaque mois, des emails qui sont collectés chaque mois, c'est sûr que quand je fais une campagne Facebook, par exemple, et que je vais payer 1000 € pour 800 emails, je le fais de temps en temps quand j'ai envie de booster, mais forcément c'est moins intéressant que de payer 0 et d'avoir déjà 5000, tu vois. Donc mon meilleur canal, c'est de continuer à publier des contenus, même si le niveau s'est largement amélioré ces dernières années, qu'il y a des gens qui écrivent super bien et avec beaucoup de réflexion. Maintenant, pour quelqu'un qui donc voilà, je te parle de web marketing. Si à la limite, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont un relationnel fort, c'est peut-être de faire tous les déjeuners d'entrepreneurs. Voilà. Mais pour le marketing, je pense que les contenus, c'est quand même ce qui cartonne le plus, c'est les contenus sur ton réseau social, les contenus sur ton blog, et pas les réseaux sociaux justement quand tu vends de la prestation intellectuelle. Après, pour quelqu'un qui débute, moi j'aurais plutôt tendance à dire un mix entre des contenus optimisés pour le référencement, ça c'est un peu le charbon que tu vas mettre pour dans 6 mois, et avoir un tunnel de vente et de la publicité de manière efficace pour te ramener des clients. Le seul problème de la publicité, c'est que ça requiert quand même s'il y a des nouveaux outils qui rendent quand même les choses beaucoup plus faciles, la publicité, il y a une technicité, et puis c'est généralement la première fois que tu lances des campagnes, c'est pas rentable. Donc voilà, s'ils ont la technicité, je dirais plutôt commencer par la pub, et s'ils ont aucune expérience sur AdWords et Facebook, peut-être soit mettre des petites sommes, mais de faire plus de contenu du coup. D'accord. Et qu'est-ce que tu privilégies, le AdWords ou le Facebook? Moi j'aime bien AdWords dans la dimension display, notamment pour attirer les gens sur ton site. Je l'aime bien aussi, j'aime bien le display en termes de remarketing pour être présent dans l'univers des gens. Ça va pas forcément générer des milliers de clics, mais les gens vont te voir quand ils vont être sur l'équipe, le monde, sur le blog du je sais pas quoi. Ils vont te voir constamment et ils vont se dire il est présent, ce gars, et il fait partie de mon quotidien. Après, pour ce qui est de l'efficacité notamment de la collecte de leads, par exemple, j'aime bien Facebook. Ça marche pas pour tous, et puis il faut quand même bien optimiser. Puis ça coûte cher le lead, donc faut savoir le transformer derrière. Quand je dis lead, c'est l'email collecté. Donc il est tout à fait possible de collecter 1000 emails et derrière de faire une vente. Donc faut peser le pour et le contre. Mais effectivement, Facebook en termes de collecte d'emails, c'est vraiment pas mal. Et puis aussi les fonctionnalités retargeting, elles sont top. D'accord. Rudy, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir? J'ai pas de gros temps difficiles. Si, peut-être à l'époque d'Airsoft Squared, on avait mis cette plateforme pour les amateurs d'Airsoft en place. On avait bossé 2 ans. Et effectivement, on n'a jamais réussi à monétiser, alors qu'on avait réussi à avoir une audience monstre. Ça, c'est un gros échec. Après, aujourd'hui, je vois très exactement pourquoi ça n'a pas fonctionné. Après, sur Web Marketing Conseil, des échecs, je dirais que les échecs, ils sont un peu toutes les semaines. C'est des mini-échecs, on va dire. C'est quand on essaye de hacker ton site et que t'as peur de tout perdre. C'est quand il y a 5 ans, tu commences à douter que ton modèle il fonctionne. C'est quand tu fais une prestation entière et tu te fais payer à la fin et on te paye pas, et que du coup maintenant je me fais payer avant le début. Donc voilà. Et tous ces petits échecs, c'est soit tu meurs en fait, soit ils te renforcent. Donc typiquement les attaques de hackers, maintenant je suis un peu plus sécurisé, des sauvegardes de partout, toutes les heures le site est
est sauvegardé. Quand tu te fais spammer les commentaires, tu mets en place des petits outils pour le faire. Quand tu te fais tu te fais voler entre guillemets 5 ou 10 000 euros qui te mettent dedans, et désormais tu utilises des nouveaux outils pour te faire payer tous les mois de manière régulière, de manière automatisée. Donc voilà, donc des petits échecs quotidiens. Je pense que c'est la vie de n'importe quel entrepreneur. À contrario, quel a été ton plus beau moment? Mon plus beau moment, je crois, c'est justement il y a 5 ans quand j'ai pris ce coaching là, avec ce mentor entre guillemets américain. Il m'a dit double tes tarifs. Ok, donc j'ai dit on va faire ce qu'il m'a dit. Donc j'ai doublé mes tarifs et pendant 2 mois on me disait c'est trop cher, quoi. Donc là j'ai commencé à me dire peut-être que je suis trop cher. Et puis le hasard ou la chance ou le bon moment, je l'ai vendu au tarif, au double du tarif. Et là, si c'était pas arrivé, je crois que je serais revenu dans ma routine de hamster, ma cage de hamster là, à faire de la roue toute la journée. Et le fait que ce soit arrivé, ça m'a donné confiance finalement du fait que mon savoir, il a une valeur. Donc c'est peut-être s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans ce même cas, j'ai envie de leur dire voilà, votre savoir, il a une valeur, n'hésitez pas à le facturer au prix que vous valez, tout simplement, et au prix que vous valez, à la valeur que vous apportez à vos clients. Ça c'est important aussi. On peut pas, vous pouvez pas vendre 3 000 € une formation réseaux sociaux à des petits commerces. Pourquoi ? Parce que ils en ont pas l'utilité. Donc, même si vous la vendez à 100, 200, 300 €, vous aurez même des difficultés à le faire. Maintenant, imaginons que vous vendez la même formation à Microsoft. C'est sûr que si vous formez les 10 community managers aux dernières stratégies réseaux sociaux, imaginez l'impact pour eux. Donc forcément, 3 000 €, c'est presque pas cher là, pour le coup. Donc voilà, se concentrer sur les clients auprès de qui on apporte le plus de valeur rapidement. Donc voilà, mon plus gros succès, c'est d'y avoir cru et d'avoir eu cette chance finalement d'avoir un client qui m'a fait confiance pour que je puisse continuer sur cette voie. Rudy, c'est le moment de l'interview top 5. Le livre que tu recommandes? Alors, je suis pas du tout un amateur de livres de marketing. Je me demande si j'en ai lu un seul. Moi, je lis beaucoup sur Internet, en fait. Je lis beaucoup les blogs, même si les blogs sont souvent trompeurs, dans le sens où si vous lisez un blog, généralement, avec des stratégies, généralement, c'est que ces stratégies-là, ça fait déjà 1 ou 2 ans qu'elles sont périmées. Sinon, on les donnerait pas. On n'est pas complètement stupide. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont au top de leur expertise. Ils ont même pas de blog parce qu'ils n'ont pas envie du tout de révéler. Donc, moi, je suis pas trop sur les livres. Je suis plus sur les blogs. Blog, peut-être un blog que tu aimes bien. Voilà. Alors, aux États-Unis, il y a un blog qui est je trouve qu'il est moins à la pointe qu'avant, mais moi, ça a été ma bible. C'est le blog de Neil Patel. Quand j'ai démarré, j'ai dû tout lire de lui. Alors voilà, ça va pas au fond du fond des choses, mais si tu veux commencer, c'est quand même costaud. Ensuite, il aborde tous les points, du référencement, marketing de contenu, conversion, etc. Ensuite, j'aime beaucoup le blog du fondateur de Sumo, qui s'appelle Okidork. Je sais plus son nom. Voilà, même sur le blog de Sumo, ils ont des super contenus, même si là ils sont passés plutôt à une stratégie de contenu pour les e-commerce. Mais avant, ils avaient des énormes guides pour générer des leads, générer du trafic. C'est vraiment bien. J'aime beaucoup Moz, le blog de Moz, M-O-Z, avec ils ont des vidéos qui s'appellent le whiteboard. Donc ils t'expliquent une stratégie. Bon là pareil, c'était très très bonne qualité avant. Maintenant c'est peut-être parce que je me suis habitué. Je trouve que c'est un petit peu moins précis qu'avant, mais ça reste des super tutos. Aux États-Unis, il y a qui encore de sympa?
bon voilà. Alors maintenant en France, t'as Frédéric Canvet de Conseil Marketing. Il n'est pas spécialisé uniquement sur la génération de prospects, de trafic et de clients. Il n'est pas que B2B. Donc il y a un peu d'autres choses. Il y a ces thématiques varient, mais quand il parle de ça, c'est vachement intéressant et il va au bout des choses. Après, tu as qui est sympa. Bon voilà, si j'en cite d'autres, va falloir que j'en cite 10 autres, mais ouais, Frédéric Canvet, c'est bien pour commencer, il y a tout quoi. C'est parfait. L'entrepreneur que tu suis ou dont t'es fan? Sincèrement, je suis pas trop tout ça. Je vais te dire Elon Musk, mais c'est plus ma femme qui est fan. Moi, personnellement, non, j'ai pas déjà, j'ai pas l'intention de créer une entreprise avec vraiment 50 salariés. Moi, j'ai vraiment construit mon business pour être tout seul. Donc, j'ai des gens qui m'aident, mais j'ai pas l'objectif, cette année en tout cas encore, peut-être dans 5 ans, je te dirai le contraire. J'ai pas l'objectif de créer une équipe. Donc, forcément, je suis pas forcément inspiré par les créateurs de Google ou tel consultant. Non, c'est pas trop mon truc. D'accord. Ton outil en ligne préféré? Alors, je vais t'en donner un que j'adore, moi, c'est Sumo, qui est un outil de collecte d'emails, qui permet d'avoir toutes les briques essentielles pour collecter des emails à travers tes pop-ups sur ton site. Il est entièrement paramétrable et c'est un outil vraiment, vraiment béton. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui? Alors, mon premier, sur Internet, on est d'accord, ou dans le conseil? Dans le conseil, le coaching, puis peut-être sur Internet aussi. Ben, je vais redire ce que je t'ai dit tout à l'heure. Se concentrer sur un type de client auprès de qui on apporte beaucoup de valeur. Se concentrer sur une offre qui répond parfaitement à la problématique. Et entre les deux, bien connaître les problèmes de tes clients et leur parcours mental quand ils recherchent un prestataire. Si tu as ces 3 briques, tu pourras mettre en place ta stratégie Internet aussi bien que ta stratégie d'entreprise classique. Tu sauras où aller et ne pas aller, tel salon, tel réseau, telle soirée d'entrepreneur ou quel contenu publier sur ton site, quelle pub faire, tout simplement. Si t'as pas ça, tu peux écrire des centaines d'articles, c'est sans fin. Enfin, je veux dire, le trafic, c'est une vanity metric, comme on dit. Hein. Tu peux avoir des centaines de milliers de visiteurs, tu as des contenus qui vont te ramener des clients tous les mois et d'autres qui ne te ramèneront jamais. Pareil pour les pubs, tu peux ramener 1000 emails par mois dans ta mailing list. Si c'est que des boulets, t'auras pas le gars à qui tu peux vendre ta presta sur un an à 50 ou 100 000 euros. Voilà. Donc, être très très focalisé pour pouvoir ensuite dérouler et être efficace. Ensuite, sur ta stratégie marketing pure, si tu n'as aucune audience, il va falloir commencer à construire ton audience parce que de toute façon, ça prend du temps. Même si tu fais bien, même si tu as la roadmap, même si tu connais la stratégie, que tu sais exactement comment faire, il faut se laisser 3-4 mois au moins pour avoir des premiers résultats. Parce que si tu n'as pas de communauté sur les réseaux sociaux, tu n'auras pas de résultats de toute façon. Si tu n'as pas si t'as pas laissé le temps à Google de scanner ton site, tu n'auras pas de résultats non plus. Il met 3 à 4 mois quand tu commences pour commencer à référencer tes articles. Donc, c'est pas en 2 semaines que tu as des résultats. Même quand tu suis exactement les bonnes pratiques. Et puis pour la pub, c'est pareil, il faut se laisser le temps d'apprendre. Donc, si vous voulez faire de la pub Facebook, mettez des petites sommes, mais n'arrêtez pas au bout de 10 euros non plus. Vous avez rien appris avec 10 euros. Donc, il faut accepter, si c'est le canal que vous avez choisi, accepter de brûler un peu d'argent, 100, 200 euros, pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et améliorer. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton entreprise? Ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit, un service? Il y en a 2 qui correspondent à 2 étapes de mon entreprise. Le premier, ça a été d'investir dans de la pub. Au début, j'étais 100% contenu, avec un peu peur d'investir dans la pub. Aujourd'hui, c'est complètement intégré dans mes frais de fonctionnement et ça participe beaucoup à mon tunnel de vente qui m'amène des clients. Donc voilà, de ne pas avoir eu peur. Une fois que j'avais un modèle validé, c'est important quand même. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'appellent, ils ont cramé 5 000 euros sur Facebook et ils viennent me voir et disent mais j'ai plus les moyens.
Ah oui, avant, soyez sûr quand même d'avoir un modèle qui fonctionne, une offre qui plaît et les bons clients. Mais si ça c'est validé par le marché, c'est-à-dire que vous avez peut-être déjà signé 5 ou 6 clients minimum, on va dire, et que donc ça a plu, oui, il faut commencer la publicité sans problème et petit à petit l'intégrer dans vos frais de fonctionnement comme vous paieriez votre licence Microsoft Office. Ça c'est le première chose qui m'a fait avancer, premier investissement qui m'a fait avancer, de mettre de la pub. Et le deuxième investissement, c'est ce qui est en train de se passer maintenant là. J'ai mis beaucoup de temps avant de recruter. J'étais très braqué sur le fait que je voulais rester tout seul. Mais là, aujourd'hui, voilà, j'ai une chaîne YouTube, je viens de la lancer, j'ai ma formation, j'ai beaucoup trop de clients à gérer tout seul. Donc, il faut que je sois accompagné. J'ai trop d'appels chaque semaine. Quand j'envoie 2 emails, je peux plus les gérer. Donc, je suis obligé de me restreindre à un, ce qui est bête. Donc voilà, deuxième pas, c'est de recruter des gens pour m'aider. Et donc, c'est tout neuf. Là, ça fait 1 mois que j'ai des gens pour prendre mes appels et que j'ai des gens pour m'aider à produire des contenus plus facilement, pour que je me libère du temps, pour me concentrer là où je produis des choses de plus grande qualité, en fait. Rudy, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre ? Alors, le camp de base, on va dire, ça va être webmarketing-conseil.fr/blog. Là, vous retrouverez tous mes guides, mes tutoriels. Ensuite, s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent s'abonner à ma newsletter. C'est 1 à 2 emails par semaine. Ils vont apprendre tous les leviers pour créer du trafic, générer des prospects et attirer leur client idéal. C'est le mantra de ce site. Ensuite, il y a d'autres endroits. Il y a la page Facebook de Web Marketing Conseil. Il y a sur LinkedIn, ils peuvent m'ajouter à Rudy Viard. Et puis ensuite Twitter, où je suis assez présent. Voilà, je pense que c'est les 3 endroits où je suis le plus actif. Et puis ma chaîne là qui vient de sortir, la chaîne Web Marketing Conseil, je vais poster tous les mois 2 vidéos, je pense pour l'instant, avec mes tutos sous forme de vidéos. Excellent, merci Rudy, à bientôt. Merci à toi. Merci encore à Rudy pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des notes de cet épisode en vous rendant sur le lien suivant envou.co/5, le chiffre 5. Avant de terminer ce podcast, j'ai besoin de vous. Si vous avez aimé cet épisode du podcast, j'apprécierais grandement votre soutien. Pour cela, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast en vous rendant sur envou.co/iTunes. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous. De l'eau s'il vous plaît pour le feu.